Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur le pilotage et de moins parler. Les pilotes en question, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, la décla, elle est de John Elkann, le président de la marque Ferrari. Un peu de tension chez les Rouges, j'ai l'impression. On en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel en pole position sur Automoto. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure et parler de F1 avec, eh bien, toujours à mes côtés, Zahir et Julien. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité des 3 grands prix qu'on a vécu justement. États-Unis, Mexique, Brésil. Vraiment, on est parti du côté des Amériques pour ce triptyque. Plusieurs sujets à aborder, plusieurs enseignements. Au programme notamment, on va parler de la forme de Norris et de la méforme de Piastri. McLaren, hein, c'est mi-figue mi-raisin en ce moment. Le réveil des rookies ou encore Horner, pas si loin de revenir bien dans le paddock. Ça aussi, c'est en 2026 que ça se prépare tout ça. On va aborder ce sujet en toute fin d'émission et on va tout de suite attaquer, messieurs, avec le premier sujet. J'aimerais qu'on parle de Norris. Le boss. Le boss. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que, alors, il a repris la tête du championnat et est-ce qu'il a enfin, justement, la tête couronnable? Absolument. Absolument, Alban. Moi, je garde la même ligne de conduite que depuis à peu près 3 mois, 4 mois. Même quand il était vraiment au plus mal, on le disait. Je pense que c'est son année. Je pense aussi que, je le disais, s'il n'était pas champion cette année, si par malheur ça se faisait pas, je pense qu'il aurait du mal à rebondir. Voilà, ça, on l'a dit à plusieurs reprises. En revanche, je le sens concentré, je le sens focus. Il est bon dans ses pilotages, il est propre, il est très rapide surtout. Là où pourtant sur des circuits où McLaren a moins dominé les adversaires, la concurrence. Donc moi je le sens couronnable et je le sens vraiment très concentré sur cette fin de saison. Je vois pas comment le titre pourrait lui échapper. Oui, je suis d'accord avec Zahir. Je crois avoir entendu qu'il avait fait une grosse mise au point avec son équipe avec McLaren. En affirmant que s'il voulait avoir le titre pilote cette année, il fallait qu'il lui donne une voiture qui soit bien pour lui, qu'il ait des bonnes conditions pour faire son travail. On parle de nouvelles suspensions justement qui auraient provoqué le déclic. Des améliorations techniques, du réglage, et puis je pense aussi à un environnement parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont été durs avec Norris, notamment à l'intersaison. On en fait un peu partie tous, hein. Même si on est tous d'accord pour dire que c'est un grand pilote, on peut aussi être un peu critique quand il est dans le creux de la vague. Et il a remis tout le monde d'accord et franchement il a joint l'acte à la parole, si je puis dire, parce qu'il a prouvé qu'il était capable de faire des trucs extraordinaires. Là, faut se rendre compte qu'au Brésil, il fait quand même un week-end absolument parfait. Incroyable. Où il est premier aux essais libres, en sprint, au qualif et en course sans jamais être inquiété. Il a fait le Verstappen. Il a été dominateur du début à la fin. D'ailleurs, on l'a quasiment pas vu du week-end puisqu'il a toujours été en tête, donc on l'a quasiment pas vu. C'est ce qu'on dit toujours, hein. C'est en général les pilotes, c'est ce qu'ils disent quand ils sont en tête. Quand ils sont loin devant. Voilà, c'est si on me voit moins à la télé, c'est bon signe, hein. C'est que tout se passe bien. Exactement. Donc pas de blabla, juste des résultats. Et franchement, rien pour ça, chapeau. Et ouais, c'est sûr qu'après un week-end comme il a fait là à Interlagos, qu'est-ce qui peut l'arrêter maintenant? Il reste 3 courses, si je dis pas de bêtises. Là, il est en confiance maximum. Je pense que ça se présente quand même pas mal pour lui. Justement pour appuyer ce que vous dites, alors déjà je suis complètement d'accord. Moi j'avais dit non, c'est pas vrai. Justement, j'avais dit lors de juste avant l'intersaison ou plutôt la pause estivale que moi si Norris était devant au championnat, je le voyais titrer. Bon, finalement le parcours a été plus laborieux que prévu. Mais c'est incroyable, je trouve, sur sa transformation. Pour moi, il a fait 3 week-ends parfaits. Vraiment, les Amériques lui sourient. Enfin, je pense qu'il peut cocher dans le calendrier pour 2026. Bonne période. Ce triptyque de Grand Prix. Il a pris quand même 76 points en 3 week-ends sur 91 possibles. C'est énorme. Il y a que 15 points qui ont été échappés. De côté. Enfin, je veux dire, on sent qu'il a retrouvé une confiance. On sait que donc la voiture, effectivement, les améliorations que McLaren lui a proposées fonctionnent. Et sur les 15 points que lui a échappé, je dois rappeler qu'il y en a un
il y a une bonne partie des points qui sont dus à l'accrochage avec Piastri. Alors, juste ce sprint, justement, pas de son fait. Et ben justement, Zahir, tu me permets de faire une transition sur ce point-là. J'allais dire, c'est peut-être le seul bémol, parce que j'avais noté dans mes notes aucune erreur commise, et je me suis dit, à part peut-être en sprint à Austin. Est-ce que justement, pour moi, c'était pas de son ressort, donc c'est pas une erreur telle quelle où je l'accuserais. C'était plus la responsabilité de Piastri que de Norris. on est un petit peu sur le même cas de figure que ce qui s'est passé au Brésil entre justement Piastri, Antonelli et Leclerc, où Norris était comme Leclerc à l'extérieur de ce premier virage à Austin et finalement a subi la conséquence d'un accrochage entre Hülkenberg et Piastri qui referme la porte. C'est ça. Pour moi, c'est pour ça que je peux pas accuser Norris sur ça. C'est vraiment là, c'est pas souvent F1, mais il y a parfois la faute à pas de chance, comme on dit. Et là, dans ce cas-là, le pilote, il est là, il veut prendre son virage, il se retrouve à se prendre une voiture ou à se faire rentrer dedans. Honnêtement, pour même Hamilton, Verstappen, tout ce qu'on veut, c'est parfois difficile à anticiper. Il y a des faits de course. Voilà, il y a des faits de course. Je vois pas comment il aurait pu éviter ça. Bah, à part être premier, 10 secondes devant et ne pas être là. C'est aussi l'avantage de partir premier, c'est que tu t'évites pas mal d'embûches. Et normalement, après, c'est justement dans tout ce qui est dit, c'est jamais il y aurait eu cet accrochage. Certains le disent, hein, s'il n'y avait pas cette tension entre les deux à l'époque, enfin en tout cas à Austin, cette tension entre les deux pilotes McLaren où on voit bien la manœuvre. C'est Norris qui est à l'intérieur, Piastri à l'extérieur, Piastri qui croise pour justement parce que Norris lui il prend pas le virage à Austin, hein, clairement il le rate. Du coup Piastri qui recroise on va dire cet excès d'engagement des deux pilotes McLaren pour montrer en fait à l'autre qu'il est le meilleur. C'est ça aussi ce que les gens disent. Je pense pas que ce soit la raison. Je pense que c'est effectivement deux pilotes McLaren, mais c'est aussi et surtout deux pilotes qui veulent être champions du monde à la fin de l'année. Au moment où tu parles à Austin, Piastri est encore devant. Beaucoup de gens ont déjà enterré Norris et se disent bon bah de toute façon Piastri, voilà, c'est un jeune qui n'en veut, il va tout défoncer. Parce que dans la performance de Norris, ça met aussi en lumière la contre-performance de Piastri depuis quelques courses, je dirais même depuis l'Azerbaïdjan, qui s'est complètement écroulé. Et c'est vrai que la McLaren étant quand même supérieure, en tout cas c'est l'impression qu'on a aux autres voitures toujours aujourd'hui, mais si c'est moins le cas qu'en première moitié de saison, elle est toujours supérieure. Donc là, Norris, il a en plus un boulevard laissé par Piastri qui lui fait un peu n'importe quoi. Moi, je mets un petit bémol quand même, Julien, sur ce que tu dis. Je suis plus dans le parti d'Alban, dans le sens où quand bien même les deux pilotes McLaren ne joueraient pas le titre, alors allez, on aurait un Verstappen déjà champion et les deux gars qui sont derrière. Je pense que ça serait quand même passé comme ça parce qu'il y a aussi une question de supériorité interne, d'envie de dominer le partenaire, le coéquipier, parce qu'on sait qu'en F1, ton premier rival, c'est d'abord ton coéquipier, avant d'être le voisin d'à côté. Sur la même machine. Mais quand tu joues le titre et qu'il te reste 4 ou 5 courses, encore plus. Ça exacerbe les choses. Ah bah bien sûr. C'est pour ça, vous savez que messieurs, que j'aime bien faire cette émission avec vous, c'est parce que à chaque fois vous arrivez à percevoir en fait la transition. Voilà, de quoi on va parler. Métier, hein. Mais bien sûr, Julien, tu parlais justement de Piastri, de cette méforme. Et bien après Norris et une tête couronnable, j'ai envie de dire Piastri la tête à l'envers en ce moment. Là, on est vraiment sur un Australien qui est perdu. Enfin, moi, c'est le sentiment qu'il donne. C'est Iceman, c'est Hotman. Ouais, alors c'est marrant parce qu'il est toujours aussi peu bavard, mais il y a les 3 grands prix qu'on a vécu, c'est 3 P5 en course. Donc il ne fait pas mieux. C'est 30 points seulement de glané. Quand j'ai dit pour Norris 76 points, enfin 46 points d'écart. Il y a 46 points d'écart en qualif. Ce qui aggrave, je trouve qui aggrave la situation, c'est que même en qualif, on voit qu'il n'a pas de rythme. Aux États-Unis, il part 6e. Au Mexique, il part 8e. Au Brésil, il part 4e. Un accrochage en sprint, donc à Austin, qu'on vient d'aborder. Un accrochage en course à Sao Paulo, avec Antonelli. Leclerc out, voilà. 10 secondes de pénalité pour l'Australien. Ça, je vais vouloir vous questionner. Abandon au sprint aussi à Interlagos. Abandon, exactement. C'est aujourd'hui un pilote qui, j'ai l'impression qu'il a perdu ses repères. Alors déjà, voilà, sur la méforme globale de Piastri, j'aimerais avoir votre ressenti. Après, j'aimerais qu'on s'attarde sur son accrochage avec Antonelli, les 10 secondes de pénalité qu'il a prises. Et est-ce que c'est mérité pour vous ou pas? Déjà pour moi, sur la méforme. Le titre que tu as trouvé, la tête à l'envers,
je trouve que ça résume très très bien ce que vit Piastri depuis un moment. On l'avait dit, on l'a répété plusieurs fois, il a ce côté un peu froid, un peu détaché, qui fait qu'effectivement... Tueur à gage, hein. Tueur à gage, c'est une force, mais là, on le reconnaît plus, on a l'impression qu'il est affecté. Et pour moi, je marque un peu si je devais un peu cibler le moment où ça a tourné, c'était cette histoire avec Norris, où il a été obligé de lui rendre sa position après un arrêt au stand for exactement, à Monza, on en a parlé lors des dernières émissions. Et pour moi, ça coïncide un peu avec la fin de Piastri. Ah mais... Julien, si tu veux, moi j'allais dire, non mais j'allais rebondir, pardon, alors je fais je rebondis, mais moi là-dessus je partage totalement, et pour moi c'est McLaren en essayant de vouloir peut-être bien faire les choses. Pour moi, McLaren a mis son grain de sel là où il fallait pas le mettre. Un arrêt au stand qui est raté, que ça soit de la faute de McLaren ou des autres, bah c'est comme ça, c'est la course. Tu prends tous les éléments dans ces cas-là. On en avait parlé. Dans ces cas-là, Norris qui abandonne sur bris mécanique aux Pays-Bas, et bah dans ces cas-là, la course suivante, en fait, Piastri, on lui demande de se garer gentiment pour redonner une chance à. On n'était pas d'accord. Bon voilà. Moi, c'est vrai que j'étais le seul dans cette histoire à être d'accord avec moi-même, mais du coup, tu l'as quand même dit. Depuis, je pense que ça a une incidence. Ça a une incidence. Ouais. Moi, je suis convaincu que Piastri aurait dû aller contre cette décision, cette volonté de McLaren. Aujourd'hui, il a perdu les pédales. Il en paye le prix, et pour l'instant, il en paye le prix très fort, parce qu'il se retrouve là, il se retrouve à 24 points quand même. De Norris à 3 courses de la fin, okay. Quasiment une victoire en poche. C'est pas fini. C'est pas fini. Après, effectivement, dire que Piastri n'est pas en forme, il n'y a pas besoin de le commenter, ça se voit. Enfin, les chiffres le prouvent, son pilotage le prouve, son comportement, son attitude le prouve, même s'il fait toujours un peu la gueule. Il fait encore plus la gueule que d'habitude. Et franchement, à sa place, je ferais encore plus la gueule. Enfin, vraiment, je serais excédé. Mais je fais peut-être partie de ceux qui, à l'intersaison, avaient dit Norris. Et on arrive à revenir parfois. Le mental, c'est extrêmement important. On voit plusieurs sports, et pour moi, le mental, ça fait énormément de choses. Ça fait quasiment tout. Donc de là à l'enterrer, j'irai pas jusque là. Puis en plus, il peut passer plein de trucs. Par exemple, là, Piastri, ça s'est mal terminé pour lui à Interlagos. Rien n'indique que Norris ne peut pas se faire shooter par un gars un peu optimiste, un freinage tardif à la prochaine course. On sait pas. Tout à fait. Et derrière, Piastri il gagne. Mais il a quand même un bon joker. Il reste 3 courses. Il a quasiment une course d'avance. Il part très bien. Mais tout peut arriver. Mathématiquement, c'est pas mal. Et puis comme ils disent, outre-Manche, il est dans ce momentum. Exactement. Bien sûr, évidemment. Et t'as soulevé 2 points en préparant l'émission, Alban. Alban a fait le tableau un peu des pilotes depuis Monza, et Piastri, il n'est pas seulement derrière Norris ou Verstappen, il est derrière Leclerc. Ah oui, en termes de points marqués. Il est derrière Antonelli, il est derrière Russell. Ça donne que ça montre la dynamique vraiment négative. Il est dans et puis quand on entend Mark Webber, son manager, parler, alors il a des mots positifs, c'est sa 3e saison seulement F1, c'est déjà incroyable ce qu'il fait, il joue le titre à 3 courses de la fin. C'est presque une manière de l'excuser, d'accepter la défaite, ouais. Alors, je pense que effectivement, il y a ce côté où il prépare le terrain, mais c'est surtout, je pense que c'est peut-être une manière publiquement d'enlever toute cette pression qu'il y a sur les épaules de Piastri, parce que finalement, en fait, il est comme n'importe quel autre pilote. Il est humain, et quand en 3e saison de Formule 1, tu joues déjà le titre. Alors il dit à Weber, justement, Mark Webber, il explique qu'il y en a pas tellement de pilotes qui ont fait ça dans leur carrière. Bon, il oublie, alors il parle d'Hamilton, mais il oublie un Raikkonen qui très vite chez McLaren, Mercedes justement a pu jouer au début des années 2000 le titre. Voilà, donc il y a eu, mais bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Enfin, je pense que il y a du discours, il y a du langage, on va dire. Non, n'exagérez pas, les gars. Ça reste une exception. Mais bien sûr. Au bout de sa 3e saison, déjà. On est d'accord. On est d'accord. Mais dans le discours, tu sens que, voilà, il excuse un peu d'avance. Ils arrivent pas. Il dit, on va remettre la machine sur les rails. Mais enfin, il n'y a pas de. Alors, j'imagine qu'il va pas donner sa recette miracle au public, au grand public. Mais là, sincèrement, je ne vois pas comment Piastri trouverait sur les 3 dernières courses, les clés pour se remettre vraiment la tête à l'endroit. Et compliqué.
Je suis pas aussi défaitiste que toi. Je pense qu'il peut trouver, quelque chose. Il peut trouver, déjà voir que en termes d'écart de points, c'est pas encore catastrophique. Il peut encore avoir le prix, c'est le titre, c'est encore possible. Et puis aussi en parallèle de ça, j'ai pas changé d'avis sur Norris. C'est quelqu'un qui a prouvé qu'il était capable aussi d'avoir des moments où il est plus là, où il peut se laisser un peu déborder peut-être par ses émotions ou par la pression, et qu'il est capable. Et il a déjà montré cette année qu'il était capable de complètement rater une course un week-end, ou même 2, voire 3 de suite. Donc évidemment que Norris, s'il continue comme il fait aujourd'hui, il est intouchable, mais c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné, mais après tu vois, moi je m'appuie aussi sur, on va dire un état de forme global. Aujourd'hui, Piastri, il est en manque de rythme à Austin, à Mexico. Ouais. Il était aux C'est pas seulement les erreurs, c'est le rythme qui est inquiétant. Il a pas de rythme. Réglage aussi. Ça Oui, peut être une histoire de réglage. D'accord. Regarde la voiture ça fait beaucoup, hein. Ouais, mais l'écart de voiture entre la voiture de Verstappen au moment de la course sprint ou des qualifs et la voiture qu'il a après en course. Il faut une question de réglage, des fois. Tu peux récupérer une voiture qui n'a plus rien à voir. Donc peut-être qu'il va trouver la clé, sans doute qu'avec son ingénieur, ils sont en train de bosser comme des dingues pour essayer de trouver la clé, parce qu'ils doivent se dire comme nous que c'est pas foutu, et que ce serait quand même incroyable qu'au bout de la 3e saison, il soit champion du monde. Ouais, après, sachant que l'année prochaine, les cartes sont rebattues. Il y a un manque de rythme, et puis il y a un Norris en face qui lui optimise, maximise, et puis surtout, moi j'ai vu cette stat. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je la trouve intéressante. C'est là pour l'instant sur cette saison 2025 avec 21 grands prix courus, les positions moyennes d'arrivée. Piastri, il est à 2,85, c'est la position moyenne à son arrivée. Quand Norris c'est 3,62. Donc je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui, voyant que Norris est repassé devant, c'est qu'en fait Norris finalement, c'est soit il est, comme tu dis, il est pas là, mais quand il est là, il est devant. Eh ben, il est devant. Parce qu'en attendant, il a 24 points d'avance sur, donc, Piastri. Alors, les autres pourraient dire, c'est la régularité, c'est la constance, et c'est aussi ce qu'on cherche chez un pilote. Mais en attendant, finalement, tu vois, un Norris qui a eu plus de mésaventures qu'un Piastri s'en sort, pour l'instant. Pas trop mal. Comptablement parlant, mieux. Donc, je sais pas. Moi là, j'avoue, j'ai du mal à voir. Alors, est-ce que je suis taquin au point d'aller jusqu'à dire que Verstappen pourrait, par exemple, aller chercher la 2e place au championnat pilote, voire le titre? Je sais pas. En tout cas, j'ai envie qu'on parle de Verstappen justement. Je l'ai appelé un peu le dernier samouraï, parce que déjà, c'est le dernier à pouvoir titrer. Enfin, ils sont plus que 3 titrables, à part les McLaren, mais c'est le dernier des autres à être titré. Et vraiment, mais Verstappen, enfin bon, on en avait déjà parlé il y a un mois. Il est encore présent. Enfin, il fait un week-end parfait à Austin. Vraiment, il remporte tout, il empoche tous les points. Sprint et course le dimanche, c'est P1 à la fin. Il s'est rapproché à ce moment-là. Il s'est rapproché de Piastri qui était leader encore du championnat. Il a perdu du terrain face à Norris, mais on a vu que Norris fait des week-ends parfaits. Pour moi, il fait une masterclass au Brésil. Ah oui. Du grand Verstappen dans le texte. Il part des stands, il termine 3e, mais on a l'impression que c'est tranquille. Et il chatouille l'arrière-train de Antonelli. Il a eu l'avantage aussi des faits de course, de la voiture de sécurité, de la virtual safety car, il a eu un peu pas de la chance, de la réussite, mais je veux dire, mais si on se souvient personne ne s'est optimisé comme lui. Non, mais on revient un an en arrière, au Brésil, il y a la pluie, donc un fait de course, il y a plein de choses. Il part 17e, il remporte le Grand Prix. C'est un génie, il y a pas de, ça reste un pilote extraordinaire. Il y a pas de débat là-dessus. C'est l'année qui m'aura fait aimer ce pilote à sa juste valeur, parce que je trouve qu'il est quand même capable de choses extraordinaires. Et surtout, il a en plus cette année, ça m'avait gêné l'année d'avant. Ce côté un peu je râle de tout, je chiale, ma voiture elle a pas de grippe alors que le mec il met un boulevard à tout le monde, ça m'énerve. Mais ça me fait penser, vous savez, j'ai raté mon contrôle et la personne elle a 18, ça m'énerve. C'est agaçant quoi, quand la personne domine et qui dit oui j'ai pas de grippe, la voiture elle tourne pas, arrête. Et là cette année, il est toujours un peu comme ça quand ça se passe pas bien, et en tout cas quand ça va pas il le dit, mais en tout cas je le trouve le côté, c'est un peu ce qu'on se dit la dernière fois, le côté chasseur on lui va mieux que le côté chassé je trouve.
ça lui va bien. Dans l'esprit, surtout, ça montre une combattant. palette ça montre une palette de talents extraordinaires de ce pilote. Enregistrez-moi bien parce que je le dirai pas souvent. Après, ce que dit Julien, c'est vrai pour Verstappen, mais en fait, c'est un peu l'apanage de tous les pilotes. Oui. Quand ils dominent beaucoup, on est un peu, voilà, on se plaint un peu de ça. Et Mais finalement, je vais te donner un exemple. Fernando Alonso, un pilote que j'adore vraiment, que j'aime particulièrement, c'est un mec, quand il était chez Renault, qui jouait le titre, etc., il ne procurait pas spécialement de sensations. Et j'ai appris à l'apprécier au fur et à mesure des années. D'abord chez McLaren avec les galères qu'il a eu avec Hamilton. Et puis il est revenu chez Renault. Et puis ensuite, il est Ferrari. Enfin, il en a fait pas mal. Et il a quitté la F1, il est revenu. Et à chaque fois, plus il était là et plus je l'appréciais, je lui trouvais des qualités de combattant. Il mate un peu toujours ses coéquipiers. Et pourtant, voilà, il joue pas le titre, il est même très loin. Comme coéquipier. Hein. Oui, mais il l'a fait avec tout le monde. Il a battu Raikkonen chez Ferrari, il a battu. Et il s'est retrouvé quand même avec de sacrés pilotes avec lui et il a jamais eu de problème. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, donc le côté Verstappen, oui, mais je crois que c'est un peu l'apanage des pilotes qui dominent. Après, on leur trouve de la sympathie, voilà, c'est un peu la règle. Bah c'est parce que effectivement, moi ça les rend humains en fait. Ouais, non mais moi je suis complètement d'accord et pareil, ça m'a un peu surpris de me faire cette réflexion, de me dire en fait Max, moi je l'aime bien. Finalement, je l'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je l'aime bien quand en fait il a une voiture qui est un peu en dessous. Non, justement, j'allais dire en fait finalement ça me manque qu'il ait pas cette voiture pour pouvoir se battre parce que là ça serait très non, drôle. ça ne manque pas, mais je pense que comme dit Zahir, je pense que c'est le fait que sa voiture elle soit un peu en dessous. Il se bat déjà. Ça met en lumière ses qualités de pilotage pur. Il est à 49 points, il se bat déjà. Il est encore dans la course au titre à 3 grands prix de la fin. Parce que ses derniers prix, il était tellement toujours devant qu'on avait tendance à dire ouais. Mais moins l'année dernière a été sympa. Mais celle d'avant, voilà. Mais on se dit, oui, mais il avait, rappelle-toi, la première moitié de saison, il avait banqué tellement de points que ça l'avait rendu quasiment intouchable. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à se dire, avec la voiture qu'il a, en même temps, ça se trouve, ça serait un pilote pas ouf, que ça changerait rien au résultat. Et ben là, le fait que sa voiture, elle soit légèrement derrière la McLaren, encore que ça dépend des moments, mais vraiment, ça met en lumière tout son talent, et franchement, chapeau à lui. Et moi, je rêve d'une dernière course où il y a trois pilotes qui jouent le titre. Ça serait extraordinaire. Il va falloir bosser. Il va falloir qu'il charbonne un petit peu Max Verstappen. Piastri Norris au prochain Grand Prix. Ça peut. Et justement, tiens, pour terminer sur le sujet, les problèmes, hein, c'est-à-dire là, un peu cynique, mais là, McLaren, j'espère que McLaren t'écoute pas parce que j'avoue qu'il y aura du monde devant la télé si ça doit arriver. Mais du coup, au général, Verstappen, il a 25 points de retard sur Piastri, donc une victoire en course. Il a 49 points sur Norris de retard, donc 2 victoires en course. Il reste 80 points en jeu. Comptablement, ça passe encore, mais c'est limite. Est-ce que pour vous, et c'est là-dessus qu'on va conclure le sujet sur le néerlandais, est-ce que vous voyez aller chercher un 5e titre de suite? Non, mais alors là, si on est réaliste, non. Si on est réaliste, voilà. Honnêtement, j'y crois pas. Il n'y croit pas non plus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Non, là, il est plus maître de son destin, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va falloir non seulement exceller et en plus de ça, compter sur des erreurs. C'est ça. Donc, il suffit plus d'être bon. Il faut aussi que les autres se foirent. Donc, pour moi, et l'autre facteur, c'est déjà, il y a l'écart de points qui est quand même important. Il en reste 83 à distribuer. Il en a 49 de retard. Et le deuxième souci, c'est qu'il a 2 rivaux. Autant, j'aurais davantage cru s'il y avait un seul pilote. Par exemple, il peut être dans une mauvaise dynamique. Un Piastri, par exemple, tout seul. Mais là, avec Norris et Piastri, il faudrait quand même le faire exprès pour qu'un des 2 pilotes McLaren ne soit pas titré. J'adorerais, mais j'y crois pas beaucoup. Non, ce qui serait bien au-delà d'être titré ou pas, c'est vraiment qu'on garde un peu de suspense sur les 2 dernières courses, voire la dernière, ce serait l'idéal. Et qu'on est... dit Julien, voilà, avoir les 3 pilotes, même s'il a 23 points au dernier Grand Prix, mais se dire que juste c'est possible, voilà, ça met de la pression, du stress. Ça ne ferait pas des affaires. Et qu'on est quoi? Qu'on est à Abu Dhabi, un remake de 2021 qui se termine sur safety car avec une relance à un tour de la fin entre... Ça, je suis pas sûr non plus qu'ils aimeraient. En tout cas, il y a plus les mêmes personnes à la FIA. Non, mais bon, ça ne les empêche pas d'être toujours aussi mauvais, je pense. Pardon, messieurs, je viens de penser, mais j'ai oublié sur Piastri. Très vite, on revient l'accident. Mais l'accident, l'accrochage à Sao Paulo, j'ai complètement oublié de vous poser la question. Les 10 secondes. Que justement, c'est la FIA qui m'a fait en un mot, logique.
Les 10 secondes, logique. Logique. On en a déjà parlé un petit peu avant. Ouais. Je suis d'accord avec la pénalité, 10 secondes. C'est vrai que c'est dur, mais d'un autre côté, c'est un accident qui a tellement d'incidence derrière sur le reste de la course et sur Ferrari que oui, pour moi, il mérite d'être pénalisé. On en a déjà parlé. Il freine trop tard. Il veut se glisser là où il peut pas aller. Derrière, en plus, sa voiture, lui, s'en sort et derrière, il y a une incidence pour d'autres, notamment Charles Leclerc. Pour moi, la pénalité est méritée. Voilà. Parce que, juste pour donner des éléments à ceux qui nous regardent, il était bon. Bah forcément, hein, Piastri il trouve la pénalité dure, mais lorsqu'à Austin, c'est un Hülkenberg qui est venu exactement dans le même cas de figure, qui était à l'intérieur, Piastri a fermé la porte, n'étant concentré que sur Norris à l'extérieur, et donc se fait accrocher par Hülkenberg. Pour lui, Piastri, Hülkenberg était fautif. C'est marrant de voir qu'il y a un 2 poids 2 mesures en fonction de la fameuse bonne foi des sportifs de haut niveau. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, la pénalité, elle est méritée. Les 10 secondes après, ça fait longtemps que j'ai arrêté de commenter ce que faisait la direction de course. Mais c'est vrai que souvent il y a une indulgence à ce moment-là de la course. C'est ce que beaucoup disent, c'est qu'on est là, sur une relance. Alors. Comme en sprint où on était au départ, là on était en une relance c'est quasiment un premier tour. C'est quasiment un premier tour, donc normalement il peut y avoir une petite indulgence. Surtout qu'on sait très bien qu'à ce moment-là de la saison, les pilotes ils sont couteau entre les dents. Mais comme Piastri, évidemment qu'il va jouer le tout pour le tout. Attention, là tu prends une direction que j'aime pas défendre. Je veux pas défendre. Non, mais dans le sens où tu peux pas. Pour moi, on n'allège pas des sanctions, on ne juge pas parce que on est en fin de saison et que les deux jours aux sanctions. Non, tu peux avoir. Tu peux avoir autre chose. Tu peux avoir les comment. Si 10 secondes. Non, si après en fait après c'est le drapeau noir. Drive-through. Ouais, mais drive-through tu prends pas. Tu t'arrêtes pas, mais ouais. C'est pour ça les 10 secondes. Non, c'est le pire. Les 10 secondes, c'est tu te prends le drive-through plus les 10 secondes d'arrêt. Mais non. Parce que le drive-through c'est une sanction obligatoire que tu ne peux pas faire sur ton arrêt. Alors que les 10 secondes, il l'a optimisé sur son arrêt. C'est vrai que le drive-through, tu peux pas t'arrêter derrière. Tu perds plus de 20 secondes. Non, c'est le drive-through qui est ça arrive souvent. Mais bon, bref. Avant, il utilisait beaucoup plus le drive-through. Oui, c'est vrai, on en a pas eu depuis. On en a quasiment pas eu. Ça fait un moment que ça. Ouais. J'étais en train de réfléchir et je me disais, oui, c'est vrai, mais de toute manière, en fait, le problème, c'est, là, c'est la petite parenthèse coup de gueule, mais qu'importe, en fait, les sanctions, c'est aujourd'hui, je trouve que, la direction de course, c'est quand même assez déconnecté de la réalité du terrain, avec toujours, en fait, vraiment, un décalage entre ce qui se passe en piste et les sanctions appliquées ou les décisions appliquées. On le voit, moi je repense encore quand ils font démarrer les pilotes derrière la voiture de sécurité parce qu'il y a peut-être un peu trop de pluie sur la piste. On parle quand même des 20 meilleurs pilotes du monde. Ne galvaudons pas dans ces cas-là ce terme. En fait, c'est soit on est dans des catégories juniors et là je veux bien effectivement. Le but c'est pas qu'ils se crachent tous, c'est au contraire qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Là en fait, on attend quand même tous que les 20 pilotes courent et montrent leur potentiel. Bref, parenthèse refermée, on va aborder, si vous voulez bien messieurs, le prochain sujet. Et là, on va parler d'un petit rookie. Alors, les deux sujets qui arrivent, c'est sur les rookies. Il y a Biermann qui arrive dans quelques instants. Avant ça, Antonelli. Le meilleur au général des rookies, en termes de points. Et moi, j'aimerais qu'on s'intéresse surtout à son week-end au Brésil. Est-ce qu'on peut appeler ce week-end au Brésil comme un week-end référence? Bah oui. Ouais. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un week-end référence. Il fait les choses bien. Il bat son coéquipier qui en plus est quand même pas un peintre. Parce que c'est ça. Je parle pour vraiment parce que si vous nous regardez, vous savez, il a marqué effectivement, il a marqué beaucoup de points sur ce week-end. Deux deuxième place 25 en qualification, deuxième place. 25 points il a marqué sur le week-end. 25 points. 7 et 18. Et 18, exactement, voilà, j'étais en train de... Parce qu'il y avait le sprint le samedi, la course le dimanche. Il fait un week-end très solide comptablement, mais moi j'ai envie qu'on aborde vraiment sous l'angle global. C'est sa meilleure performance de l'année. Ouais. Clairement, c'est sa meilleure performance. Il a montré son niveau, il a montré sa pointe de vitesse. Julien l'a dit, il a dominé Russell. Ça arrive pas souvent, donc au passage, respect, parce que Russell, c'est un dur à cuire qui est très rapide et tenace, et d'ailleurs ça lui plaît pas trop que Mercedes ne le privilégie pas à chaque fois. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité. Et du coup, Antonelli, il avait affiché parfois de la fébrilité pendant l'année.
Mais il a cette pointe de vitesse. Il sait parfois être rapide. Alors, il commet des erreurs, peut-être trop d'erreurs. On s'est interrogé cet été même pour savoir non seulement s'il allait être prolongé, mais peut-être pourquoi pas s'il allait être viré en cours de saison. Parce que là, les commentaires, ça va vite. J'ai l'impression qu'on a déjà oublié tout ce qui s'est passé il y a 3 mois. C'est un pilote qui était sur la sellette, qui a failli se faire virer. Ouais. Ils étaient à 2 doigts de le remplacer. Donc, ce qu'il fait là, c'est de bon augure. Maintenant, il doit gagner en régularité, il doit gagner en constance, montrer que c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau et qu'il est capable de le réitérer plusieurs fois. Moi, je dirais pas mieux. J'ai l'impression qu'effectivement, on a un petit peu oublié son début de saison qui était pas bon. Il a cassé des voitures, il a fait des conneries, faut le dire. Mais il a pris en maturité. Oui, il a fait une super course au Brésil, il a fait un super week-end, mais je trouve que toute la session américaine, pour l'instant, elle est quand même pas trop mal pour lui. Est-ce que voilà, il a pris ses marques dans son équipe? Est-ce que voilà, ils sont mieux ses rivaux? Est-ce que la voiture elle est maintenant bien pour lui? J'ai envie d'y croire et je pense que on va entendre parler de ce pilote-là qui, pour moi, est capable d'un pilotage à la fois fin, à la fois audacieux. Il prend des risques. Voilà, je pense que c'est un pilote à suivre et pour moi, c'est un très bon rookie cette année. Voilà, c'est Carlos Sainz qui disait, Alban, pour juger un pilote, il faut lui laisser entre une demi-saison et 1 an. Donc, c'est toujours dur quand un pilote, au bout de 3 courses, il est remplacé, au bout de 4 mois. Tu vois, là, on a envie de vraiment lui laisser le bénéfice du doute, terminer la saison, repartons la saison prochaine, et puis à la mi-saison 2026, on fera un pont, on saura vraiment où l'on est. Tu vois, et c'est, pour moi, ça marche même pour des très gros pilotes. Je vais te donner un exemple. Hamilton, exactement, qui est chez Ferrari, une écurie totalement nouvelle, avec des méthodes qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a jamais piloté pour une écurie italienne. C'est la première année, la voiture est moyenne, laissons-lui la saison prochaine. Et si à mi-saison on voit qu'il n'y arrive pas, eh ben on en tirera les conséquences. Ouais, bien sûr. Hamilton et Ferrari globalement qui va être l'un des sujets justement à venir dans ça, je dis rien. Pas d'accord. Dans ce rendez-vous d'Automoto. Moi je suis d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement il faut qu'il capitalise réellement là sur ce week-end au Brésil. Week-end vraiment très solide. Il avait le rythme. En fait, c'est ça aussi. Hein, moi, je regarde. C'est toujours intéressant de voir, voilà, en qualif, ce que tu arrives à faire et en course, comment tu le. Bon bah. Comme un certain Oliver Berman. Exactement, pour la transition. Mais pour terminer sur Antonelli, c'est vrai que c'est un pilote. Voilà, il a optimisé le meilleur devant, c'était Norris. Il a pas pu aller le chercher. Bon. Et il a fait mieux que tous les autres. On peut pas lui en vouloir et il a su contenir aussi un Verstappen mort de faim, hein, qui avait le couteau entre les dents au Brésil. Donc franchement, et pas d'erreur parce que justement, c'est ça aussi ce que vous avez dit messieurs, c'est que c'est un pilote qui commet depuis le début de saison quand même quelques erreurs. Là, il a été vraiment très appliqué. Je l'ai trouvé très appliqué, très simple. Beaucoup vont parler de, on va pas revenir dessus, mais justement de cet incident avec Piastri, Leclerc, enfin en tout cas. Il y a un certain qui dit qu'il aurait dû laisser plus de place à l'intérieur et tout. Bon, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il a tenu sa trajectoire, il a fait sa course. Voilà, week-end très solide en tout cas de la part d'Antonelli, de l'Italien. Un autre qui a été aussi, je trouve, qui en tout cas, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il est pas en train de monter en puissance? C'est Oliver Berman qui pareil, hein, signe des très bons résultats en ce moment, en tout cas sur les 3 derniers Grands Prix. Une 9e place à Austin, une 4e place au Mexique. Il faut le noter, hein, il égale quand même la meilleure performance de Haas, le meilleur résultat de l'écurie américaine en course. C'était le dernier à avoir fait ça. Quelle année? Quel circuit? Autriche 2018. Autriche 2018, donc ça fait quand même 7 ans, plus de 7 ans que Haas. Ça m'a fait bizarre en fait de repenser que Haas, ça faisait aussi longtemps qu'ils étaient en Formule 1 déjà. Mais voilà, une 4e place au Mexique avec une conduite incroyable. Je suis même frustré pour lui qu'il n'ait pas pu aller chercher le podium. 6e au Brésil. Encore une fois, très solide. 24 points inscrits sur les 4 derniers Grands Prix. Seulement 2 pour Esteban Ocon, qui commence, enfin en tout cas sur ces 3 derniers Grands Prix, qui souffre de la comparaison et surtout au général. 40-30. Exactement. Berman, il passe devant Ocon.
Bah oui, c'est mérité. Enfin, il a montré un pilotage assez extraordinaire là sur cette partie de la saison, sur la tournée américaine. Je dirais pareil que pour Antonelli, c'est un pilote qui a eu besoin de se chauffer. Franchement, je pense que c'est normal. T'arrives dans une nouvelle entreprise, voilà, tu débutes, faut prendre ses marques, quoi. Donc. Et puis il a pas le même matériel qu'un Antonelli qui avec une Mercedes quand même. Évidemment, il a pas la même voiture. Et par contre, effectivement, effectivement, les résultats sont là, il y a rien à commenter. Par contre, effectivement, ça met aussi en lumière les contre-performances d'Esteban Ocon, qui en plus a l'air complètement miné au micro en fin de course à chaque fois, et qui a l'air de pas comprendre ce qui se passe. Enfin, vraiment, ça fait de la peine. Et qu'est-ce qui peut expliquer un tel écart de performance entre Oli Berman et Esteban Ocon? Honnêtement, je l'explique pas. Mais c'est vrai que là, la belle performance de Berman et la contre-performance d'Ocon, je pense que ça doit faire un peu discuter chez Haas, parce que tu te dis, comme un pilote expérimenté comme Ocon, il peut se laisser déborder comme ça par un rookie, dont c'est la première saison. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le cas de Berman, parce que en fait, les gens ont été vachement durs avec lui jusqu'à il y a 3 courses. Il était encore assez décrié. On a globalement vite oublié sa petite apparition chez Ferrari de la saison dernière quand il avait remplacé au pied levé Carlos Sainz, je crois qu'il avait eu l'appendicite de mémoire. Ouais. Et il avait frappé fort, il avait impressionné un peu tout le monde. Il avait pris des points, je crois. Il a pris des points, il a fini 9e de mémoire. Et ensuite, il se retrouve titularisé chez Haas. C'est encore un gamin, 19 ans, 20 ans, voilà, c'est encore très très jeune. Et pour moi, ce qui le différencie d'Ocon, effectivement, Ocon, il est un peu négatif, il a l'impression de porter un peu toute la misère sur ses épaules, mais c'est surtout en qualification pour moi où le bas blesse, où la différence se fait, parce que je trouve Ocon relativement constant en course. Il arrive souvent à remonter au prix de stratégie ou garde les pneus pendant 30, 40, 50 tours, etc. Mais Berman, il arrive à se sortir de la Q1, parfois de la Q2, donc il se retrouve sur des 12e places, des 9e, des 11e, et du coup, il peut plus facilement profiter des circonstances de course. Là où Ocon, en partant 17, 19e, effectivement, tu galères, t'es dans le trafic, t'es dans des trains DRS. Et pour moi, c'est surtout sur ça, parce qu'il n'y a pas un si grand écart entre les deux pilotes, en termes de vitesse, même au niveau il y a peut-être 1 ou 2 dixièmes d'écart. Mais voilà, c'est vraiment cette partie des qualifs où Berman sait optimiser ça. Et pour moi, il s'en sort mieux, quoi. Mais on dit pareil, parce que t'adaptes ta stratégie de course et ta conduite en course à ta position de départ sur la grille. Donc oui, Ocon qui se chie complètement sur les qualifs, derrière, effectivement, il faut qu'il fasse des énormes relais, qu'il aille au bout de ses pneus, qu'il se prive de pneus tendres à chaque fois, quasiment. Donc oui, forcément, il paye ses mauvaises qualifs. Mais d'un côté, avec la même voiture, logiquement, Berman, il arrive à faire des belles choses. Ouais, alors ça en dents de scie, je suis d'accord, mais je dirais comme pour Antonelli, première saison, pas mal. C'est très bien. Franchement, il montre des très belles choses et effectivement, c'est la continuité de ce qu'il a pu montrer chez Ferrari l'année dernière avec une voiture qui était pas mal à ce moment-là. Donc à suivre. Je pense que c'est un pilote à suivre, mais il mérite peut-être mieux que Haas dans un futur proche. Haas qui est, on le rappelle, l'entité ou en tout cas, allez, j'allais dire pas l'antichambre, mais l'écurie un peu satellite de Ferrari. Et effectivement, alors il a fait une pige chez Ferrari. Hein, tu l'as dit, Zahir, c'était en Arabie Saoudite l'année dernière, où effectivement il termine 7e en partant 11e pour remplacer Carlos Sainz au pied levé sous le cagnard où tous les pilotes étaient épuisés. Ouais, exactement. Non, mais moi je pense que ça fait partie de cette graine de champion. En plus, physiquement, il fait partie de ces pilotes assez atypiques. Il est grand, hein. Comme Russell. Il fait, mais comme Ocon aussi, hein. Haas, ils ont misé que sur la taille, hein, parce que les Américains, mais en forme. C'est des grandes voitures, mais non, il est grand. Et alors, effectivement, est-ce que Berman est un nom qu'on peut retrouver dans le futur en rouge chez Ferrari? En tout cas, moi, j'avoue, je le sais pas. Je sais pas si c'est dans les petits papiers pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ferrari, pour faire la transition, Ferrari en ce moment voit rouge, et dans le rouge, pour parler de la couleur qui prime en ce moment. On va parler donc de l'écurie italienne. Dimanche, au Brésil, catastrophique. Je pense que le terme est assez approprié. 2 abandons. Comptablement, c'est vraiment compliqué. 6 points marqués seulement.
sur ce week-end-là, quand les autres écuries, eh bien, tout simplement, je pense notamment à Mercedes, marque 43 points au Brésil. Bon, forcément, on l'a vu avec Antonelli. Quand Red Bull marque 20 points au Brésil, avec un seul pilote, hein, s'il faut remettre aussi le contexte, hein, Red Bull, il fonctionne qu'avec Verstappen. 6 points pour Ferrari avec 2 pilotes normalement compétents, avec une voiture qui est normalement pas si mal née. Aujourd'hui, ils ont perdu la 3e place au constructeur au détriment de Red Bull, de 4 points. La 2e place, elle est en train de s'évaporer. Ils ont 36 points de retard sur Mercedes. Est-ce que la Ferrari peut aller chercher, alors déjà, est-ce qu'ils peuvent aller chercher la 2e place? Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la déclat de John Elkann. Ouais, c'est violent. On commence par quoi alors? Parce qu'il y a plein de choses. Alors, je vais redonner les éléments. Voilà, déjà sur l'état de Ferrari. Bah moi je trouve que t'es un peu dur parce que effectivement oui, forcément tu vas pas dire le contraire, Julien, t'es un pro Ferrari. Non mais il faut un week-end blanc, mais Leclerc il fait une très bonne qualif. Ah bah ça oui. Leclerc fait une très bonne qualif, et c'est pas de bol. Au Brésil, P3, ouais. Ouais, c'est pas de bol ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il peut. Leclerc avec la voiture qu'il a, elle est pas si bien née que ça, la voiture, elle est très compliquée. C'est pour ça que j'ai dit pas si mal née. Alors, oui, tu dis ça pas reste si bien née. Non, mais ça reste une bonne voiture, évidemment, qu'elle est au niveau des Mercedes probablement. Mais bon, et voilà, il y a des faits de course qui font que ça se passe pas bien pour Ferrari. Après Hamilton, effectivement, fait une qualif catastrophique où il passe même pas en Q3. Enfin, franchement, c'est assez inexcusable. Après le crash avec Colapinto. C'est un peu de sa faute. Oh bah donc clairement une erreur du jugement de sa part. Il se trouve complètement. Et tu parles aussi de la déclat de John Elkann. Moi, je vais la redonner si tu me permets. Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur le pilotage et de moins parler. Pof, déjà premier tir pour sa doublette. Nous avons devant nous des courses importantes. Donc il reste 3 courses. Hein. Il n'est pas impossible d'obtenir la 2e place. Bon, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. John Elkann, je rappelle, un président de la marque Ferrari. Après, c'est le président. Là, dans son message, tu comprends quoi? Tu comprends que il veut déjà ressouder l'équipe autour de l'objectif de la 2e place. Et puis surtout, il met un tacle de pilote. Pour lui, c'est une manière un peu d'excuser. Je trouve que ça ressoude les pilotes, toi, de les tacler comme ça. Ah non, il veut ressouder l'écurie. Il a raison, mais il n'aurait pas dû faire une déclat publique. C'est-à-dire qu'il répond mal par le mal. Il dit les pilotes vont s'épandre dans les médias. C'est compliqué. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour les punir? Exactement pareil. Hamilton qui qualifie sa première saison en rouge de cauchemar. C'est son terme. Moi, c'est justement la question que je vais vous poser. Est-ce qu'une déclat comme ça du président de la marque, alors, je précise, enfin, j'insiste sur ça, c'est le grand big boss. Non mais c'est le grand big boss, mais il est pas, on va dire, dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel, il est pas vraiment à la derrière, quoi. Non, mais c'est le chef d'orchestre quand même. Est-ce qu'une déclat comme ça, elle éteint l'incendie ou au contraire, est-ce qu'elle rajoute pas de l'huile sur le feu? Pour moi, elle éteint rien du tout. Pour moi, il a raison dans son message, mais il a tort de le faire comme il le fait là. Il a pas en interne pour toi. Bah bien sûr, et puis même prendre des sanctions, dire bah voilà, enfin je sais pas, ça se trouve c'est ce qu'il fait, mais dire bah écoutez les gars, si vous n'êtes pas capable de bosser avec la voiture qu'on vous met à disposition, on va trouver des solutions. Si la voiture, on identifie qu'il y a des problèmes, dire à ses ingénieurs, écoutez les gars, c'est qui veut le patron, c'est toi. Bon bah si t'es pas capable de faire une voiture qui gagne, on va prendre les décisions qu'il faut. J'adore Frédéric Vasseur, mais lui dire si t'es pas capable de tenir tes pilotes, je prendrai, parce qu'on en a parlé, même s'il a éteint la rumeur depuis, on a parlé du remplacement de Vasseur, plutôt que de dire devant les médias, les gars. Concentrez-vous sur le pilotage comme s'ils n'étaient pas concentrés. Je pense que chacun fait ce qu'il peut. Donc oui, effectivement, dire aux pilotes arrêtez à chaque fois de vous plaindre auprès des journalistes, on passe pour des rigolos, ça je suis d'accord. Le faire comme il a fait, je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord du tout. Pas d'accord avec Julien. Pour moi c'est le PDG, il prend pas souvent la parole, il s'exprime pas souvent dans les médias. Là c'est le grand patron qui dit tu vois, il y a une embrouille à la rédac entre les journalistes, etc. Et le big boss il dit les gars, fini, il siffle la fin de la récréation. On n'est plus en train de rigoler. Là, c'est le grand PDG qui prend la parole. Depuis, mois de mars, ça fait maintenant 8 mois, la compétition a commencé. Tous les week-ends, Lewis Hamilton se plaint. Tous les week-ends, Charles Leclerc se plaint. Et la voiture ceci, et cela, etc. Donc pour toi, les pilotes sont trop durs là avec... C'est pas qu'ils sont trop durs. C'est la réalité. La voiture est moyennement née, voilà, pour trouver un chemin entre vous deux. Donc c'est une voiture moyenne. Le but, une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on reste là à attendre et on se dit la saison passe et vivement 2026?
où on se retrousse les manches et avec une voiture moyenne, on a quand même une chance d'aller chercher la deuxième place et on optimise pour essayer de faire au mieux. Charles Leclerc, il est déroutant parce qu'il a quand même des pics de performance et malgré ça, et on le voit toujours un peu triste, un peu négatif, à tel point qu'on évoque son départ. Lewis Hamilton, on dirait pas un quadra avec un CV long comme le bras, 7 titres de champion du monde. On a l'impression d'avoir un rookie qui est dépassé par les événements. Donc, au bout d'un moment, le grand patron, il se dit quoi? Eh les gars, fin de la récré, silence, on se concentre, on arrête de critiquer tout le temps. Une fois de temps en temps, on peut dire que voilà, la voiture est pas au niveau. Mais après les essais libres, c'est des critiques. Après la qualif sprint, c'est des critiques. Après le sprint, pareil. Après la qualif, après la course, 5 fois par week-end, ça commence à faire beaucoup. Donc, il a voulu juste dire, les gars, calmez-vous, c'est moi le boss. Celui qui n'est pas content, il passera autre part. Et puis voilà, c'est une manière de remettre de l'ordre. On dit pareil, il y a le feu à la Maison Rouge. Ouais, mais en termes de stratégie, ce que tu dis, la com est pas bonne. Moi, je suis pas d'accord. Le dire en public, toi, tu penses ouais, la dire sur un salon public? Quand c'est pas fait tout le temps, pour moi, ça a un impact. Les mecs vont se dire, oh là là, si même John Elkann commence à s'y mettre, et il le disait, Alban, il n'est pas dans l'opérationnel, mais attention, chez Ferrari, tout le monde est dans l'opérationnel. Du PDG au petit mécanicien, tout le monde a un avis sur tout. J'ai quasiment le même âge que Hamilton, toi aussi. Moi, mon patron, il m'humilie devant tout le monde. Je sais pas, est-ce que ça va me remotiver ou est-ce que je vais me dire, si 20 fois t'as dénigré ton patron en public en disant, putain, les moyens qu'il me donne à disposition, c'est de la merde, etc., etc., je peux te dire que quand il va te prendre, tu vas pas mal réagir. Hein. J'ai pas l'impression qu'Hamilton, il est tellement critiqué. Je trouve qu'il prend quand même vachement des pincettes quand il parle de l'équipe. Il arrête pas de dire l'équipe fait du boulot. Après, lui, il s'auto-flagelle beaucoup. C'est chiant aussi. Mais il se dit, j'y arrive pas, c'est un cauchemar, vivement les vacances. Il dit toujours des trucs où finalement il s'accable un peu lui-même. Mais je l'ai pas entendu dire. C'est très facile de me prouver que j'ai tort, mais je me souviens pas l'avoir entendu dire. Il a critiqué la voiture. C'est plus souvent auto-flagellé, effectivement. Mais il a aussi critiqué la voiture en disant que c'était une voiture inconduisible, que c'était une voiture nulle, etc. Pas de rythme. Ah, c'est une merguez la voiture. Oui, peut-être, mais bon, c'est une merguez déjà que Leclerc optimise mieux. Et même en l'optimisant mieux, Leclerc est en mode limite à bout de nerfs, quoi. Oui, mais alors justement, c'est là où moi je prends le parti de Julien. Je pense que c'est un peu hors sol et le timing est très mauvais. Même Vasseur après le Grand Prix du Brésil veut voir le positif. Là où il y en a pas. Mais il dit qu'il est difficile d'en trouver. Et puis c'est dur. Et puis voilà, donc et puis je vous ramène aussi à une déclaration de Frédéric Vasseur. Il parle pas que de la voiture. C'était en juin. Sur le côté où en juin il expliquait, il dit attendez, Ferrari a changé de pilote, de voiture, de directeur d'écurie. Ça fonctionne pour l'instant toujours pas. Ils ont changé de manière de fonctionner. Il y a des choses qui n'ont pas été changées chez Ferrari. Bien sûr. Ils disent clairement toutes les Hamilton l'a dit aussi. Non mais voilà, et Frédéric Vasseur, il faut pas oublier, il est arrivé en 2023. Schumacher, ça a pris 4 ans pour que le projet champion du monde s'écrive quand il est jusqu'à 2000. Voilà, pour qu'il arrive. Donc il y a aussi, moi je trouve qu'il y a un côté aussi où à Maranello, les Italiens sont quand même très très durs avec. C'est la passion. Hein. C'est tous des passionnés. C'est pour ça que je te dis, c'est tous des patrons, ils ont tous un avis. Ouais, mais moi je trouve que là, John Elkann, je trouve que voilà, le timing est pas bon, la manière de faire. Moi je suis d'accord avec Julien. Tu le dis en privé. Bien sûr que en fait tu recadres tes pilotes en disant bon les gars, allez, on arrête de parler. On sait, mais là je trouve que c'est et les pilotes, ils ont pas à le faire en privé aussi de temps en temps. Non, mais c'est marrant parce que alors là je te prends à ton propre piège parce que tu dis ça, mais aujourd'hui tu es fan d'un certain Fernando Alonso. C'est pas le dernier pour publiquement afficher quand même ses écuries. Hein. Entre McLaren, il leur a fait quand il parle de moteur de GP2 McLaren en pleine course, c'était à Suzuka de mémoire. Ouais. Quand il critique la Renault, enfin l'Alpine, c'était à l'époque, il était Renault. Pardon, oui, quand il retourne chez Renault, qu'il critique ouvertement. Non, mais moi je te dis, je l'interdis pas, c'est pas ça que je dis. Mais on est outré parce que le PDG a pris la parole une fois. Non, mais ça nous choque pas. Pas outré. Ça nous choque pas que les pilotes critiquent la voiture et l'écurie H24. C'est ça que je dis moi. Moi, il y a aucun des deux qui me dérange en soi, tu vois. Les pilotes, je trouve que c'est un peu répétitif de temps en temps pour moi. Quand tu fais un petit coup de gueule,
c'est bien de le faire de manière espacée pour être audible et crédible. Si tous les jours tu critiques... Mais ça après, c'est le problème aujourd'hui de la F1 où t'as la première chose par lequel débute un week-end de Grand Prix, c'est la conférence de presse le jeudi. Oui. Aujourd'hui, après forcément, t'as des conférences de presse en permanence. Mais et donc, tous les pilotes ne critiquent pas leur voiture. oui, mais bon, à un moment donné, quand tu fais, George Russell, il est chez Mercedes depuis 4 ans, il n'y a pas le même discours, hein. Bon, il n'y a pas le même discours en attendant. Alors lui, c'est pas le dernier pour pleurnicher. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous, à leur manière, quand t'enchaînes 10 interviews chaque jour avec 10 médias différents et que forcément on vient te poser les questions qui fâchent. Bon bah vous en pensez quoi de la voiture? Bon bah au bout d'un moment en fait, c'est soit on leur dit attends, là c'est de la langue de bois et on le voit tous, soit en fait on leur reproche d'être cash. Mais à un moment donné, quand on te pose 10 fois la même question, je peux comprendre que tu vas lâcher un petit oui bon bah écoutez la voiture franchement elle est pas au niveau. Ils sont en première ligne les pilotes à chaque fois, les journalistes on le sait, le PDG aussi là en première ligne aussi. Et puis tu vois, moi, bien sûr, quand Hamilton il abandonne, mais c'est son rôle. On lui dire alors qu'est-ce que ouais. Et pour moi c'est plus le rôle de Elkann, excuse-moi, c'est plus son rôle lui d'être dans la retenue plutôt que les pilotes. Les pilotes je partage pas cet avis. Bon, on n'est pas d'accord. C'est la richesse du débat. Et c'est la fin de la récré. Voilà, Julie sonne la fin de la récré. On va enchaîner sur tout de suite sur le dernier sujet. Sur le dernier sujet de ce rendez-vous en pole position. J'aimerais pour terminer qu'on parle d'Horner, Christian Horner. Très rapidement, très simplement, parce qu'on est vraiment qu'au stade de spéculation. On a quand même des sources qui sont assez probantes en tout cas, puisqu'elles nous viennent du Times, qui est un journal anglo-saxon réputé très sérieux, qui parle donc de l'ancien directeur de Red Bull Racing qui reviendrait dans le paddock courant 2026. On parle d'un retour mars-avril 2026. Parce qu'il a sa clause. Exactement, avec sa clause contractuelle, son préavis contractuel qui sera terminé. On parle d'un retour avec un soutien évalué à plus de 1,5 milliard d'euros. Alors, Horner, il affiche les ambitions, clairement, s'il revient en F1, c'est pas pour jouer les seconds rôles, c'est soit pour reprendre une écurie, mais être patron d'écurie, soit c'est pour monter la sienne. Votre avis sur aujourd'hui, alors j'aimerais déjà avoir votre avis sur un possible retour de Horner. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui vous ferait, le mot est peut-être fort, mais plaisir de le revoir? C'est un personnage de la F1, et moi j'aimerais bien, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui a gagné, donc il a ce savoir-faire. Qui a un énorme palmarès, on va pas revenir dessus, il est associé à Madame Spice Girl, donc voilà, ça fait un peu pour les choux gras de la presse, etc. Donc non, moi je trouve que ce serait une bonne nouvelle. Après, en tant que directeur d'écurie, je dis oui. En tant que directeur d'écurie d'une écurie qui existe, qui reprendrait, dont il serait le patron, avec un fonds d'investissement derrière, pourquoi pas? En revanche, en partant d'une feuille blanche et en vraiment créant une écurie, j'ai un gros doute. Je pense que c'est quelqu'un qui a la Formule 1, c'est son univers, c'est sa vie. Ça me paraît logique qu'il a envie de revenir. C'est dommage que ça soit terminé comme ça avec Red Bull, dans le sens où il y a eu l'histoire, il y a eu l'affaire en interne de harcèlement. Enfin voilà. Bon. Donc on connaît peu de choses en fait. Voilà, en plus il est parti. Ça s'est terminé un peu en nœud de boudin. Voilà, et puis en plus, moi j'aime pas quand ça se termine comme ça pour quelqu'un qui a quand même marqué de sa patte un sport, en l'occurrence la Formule 1. Christian Horner, ça reste un très grand. C'est 20 ans d'un palmarès. Voilà, les prix de Verstappen, je pense qu'ils sont en grande partie liés à Horner. Avec elle aussi. Mais derrière. À cause de cette histoire et à cause du moment où il est parti, où c'était une période où Red Bull était en mauvaise performance, où ça n'allait pas du tout, il y avait eu en plus des changements de pilote, bref, c'était vraiment pas un bon moment pour Red Bull. C'est vrai que la dernière image, le dernier petit goût qu'on a dans la bouche, c'est un goût un peu amer. Donc effectivement, c'est pour ça que ça fait toute une histoire. Alors que s'il était parti à un moment où ça se passait bien, tout le monde, on n'en parlerait même pas, on dirait il revient, cool, c'est sympa, moi j'aime bien, voilà. Donc pour moi c'est un peu un non-sujet, mais après le fait qu'il non, mais il y a pas de raison de voir le mal. Ça reste un très grand patron d'écurie. Après qui remonterait une écurie, j'ai pas entendu cette info là, mais qui remonterait une écurie from scratch.
vu comment c'est compliqué de monter une écurie. Ça prend du temps aussi, parce qu'il faut Ouais, les autorisations de la FIA pour ajouter une équipe. Ouais, mais Exactement. Et qui, on a tendance à pas en donner facilement. 3 ans, quoi, tu vois. Andretti avait été retoqué pour qu'au final, ça soit accepté, mais sous couvert que ça soit avec une écurie. oui, mais parce qu'après, il y a une histoire, quand même. il y a des contrats, il y a une histoire de budget, il faut que le projet soit cohérent. Ouais. Non, mais c'est jouable, Alban. Après, ça sera pas en au moins, mars à horizon 2029-2030, ouais. Voilà, c'est là tout de suite. C'est bon. Andretti Cadillac, ça fait combien de temps qu'ils travaillent sur le sujet? Ça fait hyper longtemps. hein. Audi, Ouais, mais- Audi, ils ont officialisé leur arrivée, ça reste du naming, hein. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans? 2 ans, ouais. C'est non, franchement, ça, une écurie dans un futur proche qui serait dirigée en tant que grand patron par Christian Horner, j'y crois pas. Après qu'il arrive à un rôle de team manager en cours de saison l'année prochaine, pourquoi pas? Ça me paraît Possible. c'est possible, mais ça voudrait dire que tu as quelqu'un qui va commencer la saison, qui d'emblée on dit tu vas pas finir. Il peut prendre Alpine, il peut prendre... C'est possible. Alpine, ouais. Mais oui, mais si tu dis qu'il ne viendrait que pour un top team. Ah bah, c'est pas enfin, gagné. non, en tout cas, Avec des moyens. il viendrait lui, en tout cas, pour être Dans l'idée de gagner. de patron. C'est-à-dire que lui, ça ne l'intéresse pas d'arriver, tu sais, par exemple, Responsable du un peu comme développement. un peu comme un Niki Lauda l'était chez Mercedes. Conseiller spécial. Exactement. Horner, lui, ce qu'il veut, c'est être suis le aux boss commandes, ou aux rien. manettes. Voilà, exactement. Après, moi, je trouve ça intéressant. 2026, on a effectivement la nouvelle. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être très ambitieux, mais bon, on est qu'en novembre. J'ai envie de dire, à la fois, ça va arriver vite et on va très vite savoir comment les choses vont évoluer pour lui. Moi, je trouve que de partir de zéro d'un projet nul, franchement, ça aurait beaucoup de gueule pour un patron comme ça. En tout cas, il part avec un vrai beau CV, de vraies garanties. Pourquoi pas? Non mais pour preuve, il a un soutien évalué avec des fonds d'investissement à plus d'un 1,5 milliard d'euros. Bon, on sait que alors 1,5 milliard d'euros en F1, on sait que c'est pas non plus un budget exorbitant. Enfin, c'est ça qui est assez lunaire de dire, mais ça reste un petit budget ou en tout cas c'est pas non plus la panacée. Pas 10 ans avec, quoi. Voilà, donc à voir. En tout cas, bon, effectivement, je pense que t'as très bien résumé. Ça reste, si on enlève le côté affaires personnelles, dont effectivement, je vais y arriver. On n'a pas le fin mot et puis ça nous regarde pas. Enfin, moi, je pars du principe que ça me regarde pas. Sur le plan sportif, ça reste effectivement un grand patron qui a mené à la victoire de grands pilotes et de le voir revenir en F1. Bah, pourquoi pas. Finalement, bon, est-ce que ça va faire un peu pchit comme Flavio Briatore? Non, mais c'est pas pareil. Ça, je vous laisse méditer là-dessus. Même si c'est pas un top team, regarde Mattia Binotto qui est parti encore plus dans la tourmente de chez Ferrari à un moment où ça allait vraiment pas. Il rebondit bien là. Bah, l'écurie, elle est pas mal. Sauber, elle fait. J'allais dire chez Hülkenberg. Chez Steck Sauber, franchement, ils font ce qu'il faut. Hülkenberg, c'est longtemps qu'il a pas fait une saison comme ça. Bortoletto. Ouais, moi aussi. Enfin, effectivement, chez Ferrari, c'était compliqué, mais et tu vois, donc c'est pas compliqué chez Ferrari. C'est pas un top team, mais pour le coup, voilà, il a l'air de s'épanouir et ils font des bons résultats, donc plutôt positif. Voilà, je terminerai là-dessus. Ce qui montre, si on devait encore le dire, que chez Ferrari, peut-être que c'est pas le problème, les solutions en tout cas se trouvent peut-être pas ailleurs. La vérité est ailleurs, X-Files. Exactement. Messieurs, il est l'heure de terminer cette émission puisque ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. J'aimerais terminer comme l'habituel éphéméride avec un joyeux anniversaire à fêter pour quelqu'un. Je sais pas si vous savez, il est actuellement, il est sur le plateau 2026. C'est un pilote qui fête ses 26 ans aujourd'hui. Lando? Comment? Lando? Exactement. Lando Norris, qui fête on est quoi? On est le 12 novembre. En ce 12 novembre, qui fête ses 26 ans. Joyeux anniversaire, Lando. Est-ce que, comme cadeau, il a demandé à avoir un titre à la fin de la saison? Pourquoi pas? En tout cas, sûr qu'il a demandé. en tout cas, alors s'il veut un peu d'espoir ou trouver des signes, en 94, à cette même date, ce 12 novembre 94, en Australie, c'était le premier titre de Michael Schumacher. Voilà, sur Benetton. Donc, Benetton fort. Coïncidence. Voilà, premier titre de Lando en 2025. À voir en tout cas, puisque justement, vous l'aurez compris, si vous suivez la saison de F1,
On est parti pour 3 prochains Grands Prix. Las Vegas, le Qatar, Abu Dhabi, les 22 et 30 novembre pour les 2 premiers. Le 7 décembre, ça sera le dernier Grand Prix de cette Grand Prix saison. en 2 semaines. Exactement. Dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi donc. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est donc avec un nouveau champion la fin de du saison. monde qu'on aura. Enfin, alors, je dis un nouveau champion du monde, je vends directement la mèche Ce sera pas Verstappen. Bah, bon. Peut-être. Non, mais on va, voilà. Avec, en tout cas, le dénouement de cette saison de 2025. Merci de nous avoir suivis. Un petit dernier mot, Julien? Alors, un petit mot aussi. Ah. Voilà. Alors, je commence, on parle de bagnole. Donc, Automoto de novembre avec un grand focus sur la nouvelle Twingo. Voilà, vous voyez bien, elle est là-bas. Qui est en kiosque et qu'on peut aussi acheter en ligne. Et c'est un super magazine. N'hésitez pas à aller l'acheter. Idem, 11 mondial, voilà, le voici le nouveau avec Heuberg, le Marseillais en couverture. Il vient de sortir, c'est le numéro de novembre, il est tout chaud. Vous pouvez l'acheter en kiosque et sur le site 11mondial.com dans le shop. Et les infos sont passées. Merci messieurs, merci d'avoir été avec moi une nouvelle fois. Hâte de vous retrouver pour voir ensemble ce que nous réserve justement cette fin de saison 2025. Profitez bien et puis on vous dit à très vite sur Automoto. Ciao.